Bonjour tout le monde. On est ravis avec Séraphie d'être là avec vous pour 50 petites minutes pour parler Web3. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui étaient déjà là, bonjour Pierre, hier. On va continuer la conversation. Le temps que tout le monde arrive, comme vous le savez, à chaque fois, ça me met un petit peu de temps. Vous êtes très très nombreux à vous être inscrits, donc je pense qu'on sera un peu plus nombreux. Je vais partager mon écran et vous présenter un peu Lyon, qui on est. Pour ceux qui ne le savent pas encore, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous voyez bien mon écran? Aujourd'hui, on va parler avec Séraphie de Web3 et Retail et voir comment, avec Cohorts, qui cherche à rendre accessible, et tu vas nous le raconter, Séraphie, le Web3 au plus grand nombre. Et donc, les retailers, je pense, sont une bonne porte pour pouvoir offrir à leurs milliers, si ce n'est millions de clients, la possibilité d'arriver dans le Web3 et comment on réinvente une relation client. Avant ça, je voulais juste un peu aussi vous demander qui vous êtes. Vous n'hésitez pas. Tout au long, on va avoir une règle ensemble pendant tout ce webinaire qui va être vraiment, vous écrivez qui vous êtes, vous écrivez vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. S'il y a un truc que vous vous posez personnellement, ça peut concerner le plus grand nombre. Donc, dites-nous qui vous êtes, dites-nous vos questions, pourquoi vous êtes là. On va mettre des petites questions aussi dans le sondage. Vous n'hésitez pas à nous interrompre tout au long de la conversation. Pourquoi? Parce que moi, je suis là pour prendre toutes vos questions. Donc, il n'y a aucun problème. Sarafie, elle pourra se concentrer sur ses réponses. Et moi, je ferai le relais. Donc, n'hésitez pas. Le but, est que ce soit une conversation et qu'il y ait de plus en plus d'interaction. Où est-ce que vous êtes là aujourd'hui? On est chez Lyon. Lyon, c'est quoi? Moi, je suis la cofondatrice. Je suis Annabelle Bignon. Et j'ai cofondé Lyon, qui est l'école qui forme l'avant-garde des employés. Donc, vous comprenez aisément pourquoi dans cette école, on parle de Web3 et on est très heureux de faire le festival du Web3. Nous, on a vraiment une manière de faire et une idée, c'est que pour réussir à se former, à apprendre, déjà, c'est bien de le faire dans une communauté, d'où pour nous l'importance de la communauté Lyon, mais aussi, en fait, on va apprendre des personnes qui eux-mêmes font et œuvrent tous les jours. Et c'est ce qu'on va voir avec Séraphie aujourd'hui, et merci beaucoup d'être là. C'est comment concrètement, toi, tu t'y es mise, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu peux nous apprendre de tes différentes expériences, de peut-être les erreurs aussi que tu as pu faire au début. Et c'est une manière pour nous de s'y mettre et c'est comme ça qu'on va apprendre chez Lyon. On a différents programmes, on ne forme pas que au Web3, on va former aussi à toutes les disciplines qui sont émergentes et qui sont nécessaires pour travailler dans les boîtes tech. Donc le produit, le gros, évidemment le leadership, qui est une discipline à part entière, hein, et les nouvelles manières de travailler et la data, évidemment. Je vous remets les dates ici, mais de toute façon, vous avez tout sur notre site internet, vous pouvez aller regarder, trouver les brochures, les différents programmes. Mais ce qui est intéressant aussi et que vous le sachiez, c'est que on se retrouve, et vous n'hésitez pas, il y a tous nos événements et il y a ce fameux festival Web3, donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez trouver tous les autres événements à venir, on en a encore 3-4 sur Meetup. On poste très régulièrement sur LinkedIn, donc pour garder un œil sur toutes nos actus, vous pouvez aller dessus. Et évidemment, sur notre site internet, où vous retrouvez aussi toutes les choses. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui avec Séraphie? Évidemment, un peu plus des NFT, parce que c'est par ce biais-là, vous allez voir qu'on peut aider les retailers à réinventer leurs relations clients. Mais avant de commencer la conversation, et je pense que tu le feras mieux que moi, je vais arrêter de présenter. Et je veux bien, Séraphie, que tu te présentes, que tu nous dises un peu ton parcours. Comment tu en es venue aujourd'hui à pouvoir nous parler de Web3, de retail et toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup, Annabelle. Hyper contente de faire partie de ce festival avec plein de panels et de discussions hyper quali. Écoute, moi, j'ai un parcours qui ne m'amenait pas forcément vers le Web3. J'ai été diplômée d'école de commerce en 2010 et j'ai suivi un track assez traditionnel. J'ai fait du conseil. Après, j'étais dans un grand groupe et j'habitais à Londres. Et au bout d'un moment, c'était en 2015, je ne sais pas trop par quelle magie, mais je me suis retrouvée à lire des bouquins sur la blockchain dans le métro en allant au boulot. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas dev, mais il y a un truc dans cette technologie qui m'a vraiment interpellée et où j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment aux fondamentaux de cette technologie, de ce qu'elle apporte. Et le truc a commencé à devenir un peu, pas obsessionnel, mais à vraiment habiter mes pensées très régulièrement. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais voilà, c'est une révélation. Je vais quitter ma boîte, ma grosse boîte, et je vais essayer de rejoindre l'écosystème blockchain tech. Et à l'époque,
on était début 2017, il n'y avait pas énormément d'options. Et j'ai envoyé en fait mon CV en candidature spontanée à une boîte qui s'appelle Stratum et qui est une des premières un peu pépites blockchain, si tu veux, en France. Donc, j'ai envoyé mon CV pour être directrice commerciale d'une startup de blockchain. J'avais jamais fait de vente, j'avais jamais fait de tech, j'avais jamais rien fait en blockchain. Et écoute, ils ont pris le pari de me prendre. Et grâce à ça, en fait, je suis tombée un peu dans l'écosystème blockchain, donc en toute fin 2017. Et ça a été pour moi la découverte d'un monde vraiment extrêmement intéressant. En fait, c'est un écosystème qui brasse des profils très différents et beaucoup de gens très passionnés. Donc, ça a été une découverte pour moi venant, tu vois, d'un monde beaucoup plus corporate, hyper intéressante. Trop marrant, mais tu étais déjà chez AXA, si je ne me trompe pas, et vous ne parliez pas de blockchain à l'époque parce que les cas d'usage blockchain dans l'assurance, c'était assez fréquent, non? Ouais, effectivement, ça a commencé à être mentionné. Je pense que moi, j'étais dans la City à l'époque et donc, il y avait pas mal de gens qui parlaient de la DeFi, tu vois, du Bitcoin, ce genre de trucs. Donc, c'est un peu comme ça que j'y suis venue. Mais moi, c'est pas trop les crypto-monnaies. Enfin, évidemment, la crypto-monnaie est hyper importante dans la blockchain. L'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vraiment le côté data décentralisé, moi, qui m'a vraiment bronché et qui m'a fait tomber un peu dans le truc, dans la marmite, quoi. Et donc, j'ai passé quelques années chez Stratum et puis au bout d'un moment, le mec qui m'a embauché à l'époque me dit, écoute, finalement, Séraphine, moi, je vais quitter Stratum et je vais monter une boîte qui va vendre des cartes Panini de football sur la blockchain. Et en Sora. fait, ouais, voilà, c'est Sora. C'était Nicolas Julia qui avait fait le pari de me recruter et qui, lui, donc, partait fonder cette nouvelle boîte. Et en fait, grâce à lui, le NFT est rentré un peu dans mon radar. À l'époque, les NFT, c'était les CryptoKitties. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez un peu ces petits chats très mignons, mais je ne voyais pas trop le truc. À l'époque, j'ai souhaité bonne chance à Nicolas parce que je ne voyais pas non plus trop le truc. Ah ouais, t'avais du flair. Voilà, de flair. Et en fait, c'est vraiment grâce à lui, je me suis dit, ce truc-là est super intéressant. Et moi, j'ai un ADN qui est très B2B, tu vois, je viens du corpo, du conseil. Et donc, je me suis mis en tête de me dire, mais comment le NFT s'applique au B2B, comment ça peut rentrer dans la vie des corporates, des boîtes, des PME et les aider à mieux interagir avec leurs clients. Et donc, ça a pas mal cheminé dans ma tête et c'était, je pense, à l'été 2021 où ça a fait tilt, hein, un peu le moment Eureka où je me suis dit, mais en fait, le NFT, c'est la couche qui manque un peu en ligne pour mieux transacter et interagir avec ses clients. Et donc voilà, ce truc a vachement maturé et en mars 2022, j'ai monté ma boîte Cohort qui a pour ambition de permettre aux marques en fait, de mieux interagir avec leurs clients en ligne. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le concret? Parce que tu dis le NFT, c'est ce qui va permettre de mieux interagir, c'est la couche technologie. Est-ce que soit tu as un exemple avant cohorte de choses que tu avais déjà vues ou tu t'es dit ça c'est intéressant, on peut le faire. Peut-être nous définir à tous, et comme ça on s'entend tous sur ce que c'est qu'un NFT, comment toi tu le vois en tout cas dans tes usages, et après nous donner un ou deux cas d'usage. Ouais, bien sûr. Écoute, un NFT, évidemment, la traduction littérale, vous la connaissez, je pense, c'est Non-Fungible Token. Bon, ça, c'est hyper jargonesque. Une fois qu'on s'est dit ça, on ne s'est rien dit. J'espère que je vais réussir à vous trouver quelque chose qui sera plus parlant, mais moi, ce que je trouve intéressant avec le NFT, c'est que il a trois caractéristiques intéressantes. C'est que c'est un objet. Donc, en fait, c'est un objet qu'on peut échanger, se transférer. Donc, il a une vraie, c'est une sorte de produit, mais à la fois, c'est une donnée. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes en ligne un produit, avec ce produit, à part le porter, le consommer, tu peux rien en faire ailleurs sur le net. C'est-à-dire, tu peux pas dire j'ai acheté ce produit, ça va me donner le droit à quelque chose. Tu peux aller le revendre sur Vinted. Voilà, tu peux aller le revendre sur Vinted, exactement. Mais ce qui est intéressant avec le NFT, c'est que tu peux à la fois acheter un produit qui est donc ce NFT, et je vous parlerai quel usage, mais ce produit est aussi une donnée. Et donc, à force, au fur et à mesure, il va te donner des droits à d'autres services, d'autres expériences, d'autres online. Et donc, ça permet en fait aux marques de créer des expériences clients qui vivent dans la durée et qui peuvent évoluer. Et donc, c'est intéressant pour les marques parce que au lieu de juste vendre du produit et après, tu perds un peu la trace de ce qui se passe, tu vas pouvoir garder en fait une connexion avec ton client sur la durée dans un monde un peu plus digital.
Et donc, c'est ça qui est intéressant avec le NFT, très au-delà du fait que on a vu plein de cas d'usage, tu vois, qui sont intéressants parce que c'est la première fois qu'on utilise des choses comme ça en ligne. Les collectibles, c'est super intéressant parce que tu démontres quand même l'unicité digitale. Mais pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En termes de cas d'usage, c'est un tout petit truc par rapport à une immensité de cas d'usage qui sont à venir, si tu veux. Ouais. Et justement, est-ce que toi, tu as des exemples de choses que tu as déjà vues avec des marques qui ont fait des choses cool, des choses que vous faites avec Cohort? Je sais que Cohort, c'est le début. Tu as Ouais. commencé quand et où vous en êtes? Ouais, bah écoute, Corse, effectivement, c'est le début. On a commencé en mars, donc ça fait un peu plus de 6 Ah mois. ouais. Et, Bah, de toute façon, les projets Web3 voilà, sont toujours récents, hein. voilà, t'as rarement 6 ans d'existence dans ce space. Et en fait, l'idée de Core, c'est de permettre aux marques justement de créer, d'un peu de se détacher de modes de relation très transactionnels pour essayer de rentrer dans des modes de relation avec un meilleur engagement, plus expérientiel. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un t-shirt et dire bon bah ciao, on se revoit au solde d'après pour essayer de revendre un t-shirt, on va essayer, tu vois, de rentrer dans quelque chose où la marque vend de l'expérience client et en fait garde un lien avec son client tout autour de la vie du client. Ce que Et un exemple, les marques faisaient ou font avec leur carte de fidélité, un peu. ouais, exactement. Mais en fait, la carte de feed, c'est un truc qui a été une super évolution. Mais aujourd'hui, tu vas acheter, je sais pas, je vais prendre un exemple, tu vas chez Leroy Merlin, tu achètes pour 1000 euros je sais pas, d'équipement de carrelage. On va te créditer, je sais pas, 50 points sur ta carte de feed. Le truc, il n'y a pas beaucoup d'émotion dans cette histoire. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment une raison suffisante pour retourner chez Leroy Merlin et te dire, ah super, je vais enfin retourner chez Leroy Merlin. Et je prends cet exemple, je sais même pas si ça se trouve, ils ont un programme de feed génial, hein. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, les programmes de feed, ils se sont vachement commoditisés, ils sont devenus un peu ennuyeux. Je collecte des points et au bout du centième achat, j'ai droit à 10 euros de réduction. C'est plus du tout ce que les consommateurs veulent. Les clients, la société, elle veut aller vers plus de sens, plus d'engagement, plus d'expérience et vraiment, tu vois, s'engager auprès des marques sur des choses qui leur tiennent à cœur, que ce soit des causes environnementales, des causes solidaires ou plein d'autres choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Cohort, c'est permettre en fait à vos marques de rentrer dans des messages beaucoup plus profonds, des expériences plus, tu vois, émotionnelles et profondes avec les marques. Et un exemple là-dessus, est-ce que vous vous inspirez d'un truc que tu vois aux États-Unis? Enfin, c'est qui le marché le plus en avant sur le Web3? Et comment tu fais pour aller t'inspirer et te dire, OK, je vais réussir à proposer un parcours de long terme. Quel serait ce parcours? Est-ce que tu as déjà vu ça quelque part ou là, vous êtes en train d'inventer des nouvelles choses et totalement déchiffrer un territoire pas encore fait? Bah, en fait, on n'invente rien, tu vois, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, moi, avec l'idée de cette... Pour moi, le NFT, c'est une technologie. C'est pas de la magie, c'est pas un miracle, c'est une technologie qui doit servir à des besoins. Et si tu veux, nous, ce qu'on voit quand on Moyen, parle des marques, c'est un enabler comme elle a été le numérique, quoi. Enfin, c'est du numérique, c'est ça. mais renouvelé. Ok. Tu vois, aujourd'hui, quand on dit on va vendre des NFT, moi, ça me hérisse un peu. J'ai envie de dire non, c'est pas du NFT que tu vas vendre. Tu vas vendre quoi? Tu vas vendre une expérience, tu vas vendre un produit, tu vas vendre quelque chose. Mais le NFT doit rester ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen pour faire des choses vraiment bien avec tes clients. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, ce qu'on a vu, nous, c'est que l'e-commerce a fait des progrès géniaux ces dernières années, mais ça reste très transactionnel. Tu vois, c'est vraiment très transactionnel et tout ce qui est expérience est totalement, tu vois, délégué aux plateformes de social media. En Ok. gros, tu vends sur ton site internet et toute ton expérience client, elle se passe ailleurs. Et c'est Ouais, quelque c'est chose sur ton Instagram et TikTok à la rigueur. exactement. Et en fait, ces plateformes finissent par te faire payer extrêmement cher, en fait, toutes ces expériences que tu essaies de communiquer à tes clients. Donc, en fait, les marques se sont quand même pas mal dépossédées de leur expérience et se trouvent à être dans un mode d'interaction qui est très transactionnel. Nous, ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est de leur dire, bah, vous avez plein de choses à proposer à vos clients, vous avez plein d'expériences, vous avez plein de choses plus profondes à proposer. Il faut les réintégrer dans votre univers de marque et réintégrer ça dans une relation directe avec vos clients. Et le NFT, c'est un super moyen pour faire ça parce que ça a 4 propriétés qui sont hyper intéressantes. C'est que, en fait,
une fois que tu as un NFT d'une marque dans ton téléphone, c'est comme si tu avais une carte de membre. Et donc, en fait, un jour, elle te donne accès à une vente privée, mais dans 2 mois, tu auras accès à une édition limitée ou à rencontrer la créatrice. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est quand même intéressant pour les marques sur la durée. Tu peux aussi recréer, tu vois, des éditions limitées, des choses qui marchent très bien. Et tu as accès que si tu as le NFT et ça va te donner. Enfin, pour les baskets, voilà, ça peut être pas mal. Ça. Exactement. Donc, en fait, ça permet de répliquer. Je disais qu'on n'inventait rien. En fait, tu peux répliquer grâce au NFT des trucs qui marchent super bien dans le monde du marketing aujourd'hui. Par exemple, la collab entre marques. Ce truc-là, c'est hyper bien rodé. Ça marche vachement bien. Avec un NFT, tu peux faire ça à l'échelle dans un monde digital de manière hyper simple. Et donc, tu vois, on réinvente rien. C'est juste un nouveau moyen hyper sympa de le faire qui fonctionne vachement bien dans un monde digital, tu vois. Et c'est ça qu'on porte comme message, c'est voilà, c'est juste une nouvelle couche d'Internet qui va permettre d'améliorer plein d'usages qui existent déjà. Et les expériences. Il y a une question de Olivier qui dit le NFT comme clé d'entrée à une DAO. Ouais, bien sûr. Petite définition pour tout le monde, comme ça on se met tous d'accord. Une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization. Ça veut dire quoi? En fait, c'est des gens qui se mettent autour d'une table et qui décident en fait de faire fonctionner une organisation, mais sans qu'il y ait quelqu'un au milieu qui dirige, qui décide et qui décide pour les autres. En fait, chacun décide en fonction de ce qu'il possède. Donc, par exemple, si j'ai un NFT de la DAO, j'ai une voix et je peux donc voter et décider sur les décisions qui sont prises collectivement par ce DAO. En fait, l'idée d'un DAO, c'est que ça permet de mettre en mouvement une intelligence collective sans avoir une tierce partie au milieu qui doit organiser tout ça, quoi. Ouais. Donc, et effectivement, l'idée d'un NFT, ça peut être exactement un droit de vote dans une DAO. Et donc, tu vois, on pourrait l'appliquer à plein de choses comme la démocratie participative, par exemple. Il y a plein de cas d'usage après qui s'ouvrent. Trop bien. Et juste une petite question. Je me disais, là, ce que tu expliquais sur le retail, en fait, c'est vrai pour beaucoup de communautés que tu peux engager. Tu vois, forcément, je pensais aux communautés Maria Schools, à la communauté de Lyon, en me disant, mais il y aurait moyen. Enfin, vous, c'est ce que vous apportez, je crois, avec Cohort, mais c'est quoi les étapes, quelles clés? Parce que bon, il faut des wallets, il faut tous ces trucs. D'ailleurs, tu n'as pas prononcé le mot wallet. Alors, c'est tabou chez nous. Je ne veux pas prononcer ce mot, effectivement. Parce qu'en fait, le wallet aujourd'hui, c'est un énorme frein à l'adoption. Le Web3 a un petit côté jargonesque, un petit côté, on aime bien quand ça reste un peu compliqué pour le commun des mortels. Et je trouve que justement, il n'y a pas de raison de rendre le truc aussi compliqué. Et effectivement, avec Cohort, notre objectif, c'est de rendre accessible à toute personne, tu vois, qui se balade dans la rue avec un smartphone, cette technologie, ses avantages. Et effectivement, nous, on ne parle pas de crypto, on ne parle pas de wallet, il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est comment tu utilises le numérique sans savoir que tu utilises le numérique, et c'est la même chose avec le Web3. Ouais, tu vois, et ça me rappelle, moi, tu vois, quand à l'époque, tout début du peer-to-peer, tu vois, à l'époque du piratage, tu vois, on téléchargeait quand tu avais déjà 30 ans. Merci. Exactement. Non, mais tu vois, quand on téléchargeait des fichiers MP3, enfin, tu vois, maintenant on écoute Spotify. Enfin, c'est exactement ce genre de chemin qu'on est en train de parcourir avec la technologie NFT et le Web3. C'est qu'aujourd'hui, on est très exposé à des termes techniques. Dans quelques années, tout ça sera dans le passé. Oui, les torrents, tous les trucs comme ça, tu as raison. Ouais. Alors, on a une question de Pierre qui met à la fin, je suis débutant sur le sujet, je précise. Okay. Et qui dit, quand tu es propriétaire d'un NFT, ce qui est vrai, c'est que tu peux décider de le vendre à une personne aléatoire. Et dans ces cas-là, est-ce que tu n'enlèves pas en fait ce côté très personnalisé de la relation que pouvait avoir la personne et qui était le but initial? Ouais, mais en fait, il y a deux trucs là-dedans. Et c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui perturbe le plus le monde du retail, en fait, qui est habitué à ce que quand ils font de la feed ou quand ils font des avantages, ça reste dans un environnement clos et il n'y ait pas de possibilité de le retransférer à quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand tu regardes, c'est hyper intéressant de dire à ton client, en fait, tu as été loyal avec moi ou alors tu es un super client, je te récompense. C'est normal que ce client puisse aussi en tirer une valeur. Donc, potentiellement, il puisse la monétiser. Donc ça, c'est un côté, genre moi, je trouve ça cool, en fait, qu'il puisse vendre des avantages qu'il a accumulés parce que finalement, il a bossé pour la marque.
Et c'est normal d'en retirer quelque chose. Et le deuxième aspect, c'est hyper intéressant pour la marque parce que, OK, le premier client, il a transféré son asset, mais la marque, en fait, elle va devoir rentrer en contact avec le deuxième client qui a racheté en secondaire. Quelque chose qui était totalement impossible dans le passé. Tu vois, quand tu vends quelque chose sur Vinted, je sais pas, je vends une fringue Mango. Mango va jamais savoir que la personne qui me l'a acheté sur Vinted me l'a acheté. Tu vois, il n'y a aucune manière de rentrer en relation. Alors que là, cette fois-ci, la marque va pouvoir dire, bah tiens, je t'accueille dans ma communauté, je viens de voir que tu as récupéré mon NFT, bah, je te propose de rencontrer, encore une fois, je sais pas, la créatrice ou d'avoir accès à une vente privée ou plein de choses. Donc, tu gardes la relation client. Et en fait, c'est un peu marrant, c'est les effets réseau dont on a parlé dans le Web 2 qui sont en train de totalement se démultiplier et devenir fous, quoi. Ouais, et Euh, tu vois, nous, on est hyper bullish sur le marketing décentralisé où en fait, moi, je suis persuadée que le futur du marketing, c'est beaucoup du pair à pair, c'est-à-dire des marques qui se mettent ensemble pour faire des choses. Et aujourd'hui, elles le font à fond, mais elles utilisent des plateformes comme Instagram, etc., qui franchement capturent beaucoup, beaucoup de valeur, qui sont utiles, mais qui capturent plein de valeur. Et je pense que ça, le côté pair à pair du marketing va prendre énormément de poids dans les prochaines années. Ouais, mais alors, je reviens à cette question, t'aimes pas en parler de ce fameux wallet, mais Mhm. typiquement, tu prends, je sais pas, deux marques qui se mettent ensemble, Mm. tu vois, L'Oréal Paris avec Vichy, puisque puis ils sont dans les mêmes choses, Ouais. ils se disent on va faire un truc. Comment tu fais pour que les gens puissent en profiter? En fait, c'est à travers des apps, tu as rendu le truc, t'as pas Alors, l'impression d'avoir un wallet, tu as l'impression d'avoir une app, c'est ça? en fait, je vais prendre l'exemple d'Etam, où en fait, nous, on a pris un parti pris encore différent. Effectivement, tu pourrais imaginer que le wallet, c'est juste une app et que tu vas télécharger sur ton téléphone. Mais à ce moment-là, ça fait encore une app en plus, tu Ouais, vois. Est-ce génial. qu'on a envie d'une app en plus? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Peut-être, peut-être pas. Nous, on est plutôt parti du principe de dire que pourquoi on permettrait pas aux marques de rapatrier du contenu de l'engagement client chez elles. Et donc, nous, en fait, ce qu'on fait, effectivement, bien sûr qu'il y a un wallet. Hein. Il n'y a jamais de NFT sans wallet. Ouais. Nous, en fait, on leur permet, si tu veux, d'intégrer un wallet dans leur compte client. Donc, tu vois, tu vas sur etam.com ou sur leur Je app me mobile. bien. Ok. Voilà, tu vois, on leur met un wallet dans leur app mobile. Et donc, en fait, en tant que client Etam, tu vas pouvoir retrouver à la fois tes achats que tu as fait en ligne, toutes tes expériences NFT-based avec Etam, mais chez Etam. Et l'idée, c'est de les aider à rapatrier du contenu, de l'expérience de l'engagement chez eux pour qu'elles arrêtent d'être aussi dépendantes, tu vois, d'autres plateformes. Ok, hyper intéressant. Mais du coup, ça va bien avec la question de Coupa. Comment accélérer l'adoption du Web3 en général sans sensibiliser à la sécurité? Et c'est vrai que si Ouais, tu parles pas de wallet, et en plus sur les wallets de NFT, parfois tu as des trucs qui arrivent, tu comprends même pas ce que c'est. ouais, bah exactement. Et je suis hyper d'accord. Et donc, c'est aussi pour ça, tu vois, nous, on n'est pas du tout allé vers, enfin, on permet de le faire, mais c'est pas du tout notre truc principal. On veut pas pousser, tu vois, je veux dire, Madame Martin qui veut se battre dans la rue, on veut pas la pousser à télécharger un wallet un MetaMask sur son téléphone et l'exposer effectivement à des scams, à des trucs très compliqués. Si t'es pas un utilisateur averti, franchement, tu as une chance sur deux de te faire choper tous tes NFT ou tes cryptos. Donc justement, nous, et là-dessus, on est hyper inspiré par ce que fait Sora, ce qu'a fait Sora au début, Ouais, c'est vrai qui qu'ils est ont fait ça. vraiment abstraire le wallet dans un compte et faire que c'est protégé par un password, par une email adresse, OK, avec des magic links. En fait, tu hérites de toute la sécurité du Web 2, donc d'usage que les gens maîtrisent bien, et tu n'as pas à exposer les gens à des choses compliquées où effectivement, tu leur demandes de récupérer une seed phrase où en fait, la bonne pratique limite, c'est de couper la seed phrase papier en plein de bouts différents, la cacher dans plein d'endroits différents chez toi, tu vois. Enfin, c'est des trucs qui sont pas possibles. Enfin, tu vois, si tu veux que ça devienne mainstream, c'est juste pas possible. Donc, non, on essaie vraiment de se dire, bah, qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui? Et on réutilise les usages actuels, en fait. Ok. Et en fait, du coup, Cohort, vous allez être un peu une marque blanche. C'est du B2B à fond et tu aides les marques à s'emparer de cette couche pour avoir une relation différente, innovante et disruptrice avec leurs utilisateurs. Ouais, exactement. Tu vois, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur dire, bah, d'abord, vous allez équiper vos clients, entre guillemets, de NFT pour construire cette relation en direct avec eux.
Vous allez après leur proposer des expériences qu'elles vont pouvoir accéder, auxquelles les clients vont pouvoir accéder via leur compte client, tu vois, donc dans l'espace de la marque. Et on va vous permettre de vous mettre en relation avec plein d'autres marques qui sont intéressées par votre communauté et vous permettre de proposer des avantages croisés entre communautés. Et donc, tu vois, faire de l'acquisition, de la fidélisation grâce à notre solution. Avec l'idée que, au lieu d'avoir une plateforme third party qui capte toute la valeur, que ce soit les marques, en fait, et leur communauté qui récupèrent la valeur. C'est vraiment ça l'idée de Cohort. Et qui est un peu la philosophie aussi du Web3, qui est de récupérer ta propriété de ta donnée. Ouais, en fait, si tu veux, quand tu regardes pour les marques, elles ont payé des centaines de milliers d'euros. Tu vois, les grosses marques ont des grosses communautés sur Insta, elles payent des centaines de milliers d'euros pour les constituer. Et en fait, elles doivent quand même repayer pour finalement les atteindre. Enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas quand même dans cette histoire. Ouais. Il y a un truc qui est capté par les. Ok, et là, tu redonnes aux marques et il n'y aura pas une espèce de captation autre. Assez intéressant. Ouais, après, pour moi, les social media restent hyper nécessaires. Tu vois, ils ont le graphe social, ils font plein de trucs intéressants, mais il faut qu'on puisse mieux redistribuer la valeur parmi l'écosystème, c'est sûr. Et il y a Olivier qui demande si vous travaillez avec un seul type de blockchain ou en fonction de vos clients, vous pouvez suggérer l'utilisation d'une blockchain vs une autre. Ouais, bah écoute, c'est une bonne question. Nous, on a fait un choix dès le début de prendre la blockchain Polygon. Alors, Polygon, pour ceux qui sont un peu pointus, c'est une layer 2 sur Ethereum. Merci. Ça vous aide beaucoup. Mais donc, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que c'est une blockchain qui hérite de la sécurité d'Ethereum, qui est donc très robuste, mais qui a plein d'avantages, notamment celui très, très important d'avoir très rapidement s'être engagé dans une approche neutre carbone. Et donc, c'est une des premières blockchains qui a réussi à avoir une infrastructure totalement neutre carbone. Et ce qui aujourd'hui est évidemment au centre des discussions qu'on a avec nos clients et nos prospects. Ouais, c'est marrant parce que c'est la question que je t'ai posée quand on a préparé cette interview, mais comment tu gères quand les marques veulent s'engager dans des transformations aussi neutrales carbone, avec un respect de l'environnement, que c'est quand même un concern, une préoccupation d'énormément d'utilisateurs. Pour arriver avec en fait cette espèce de Web 3 qui, en plus, comme il est incompris, fait souvent l'objet d'énormément de critiques. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Vous aidez les marques à comprendre ce qu'il en est. En fait, moi, ce que je trouve assez limpide avec ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est une couche du numérique comme un email, sauf que c'est une autre. Et en plus de ça, ils font des progrès. Enfin, qu'est-ce que tu réponds à ça et comment tu le vois là-dessus? Écoute, moi, je trouve que c'est un truc dont tout le monde, enfin, dont la communauté, tu vois, des gens qui se sont intéressés au sujet doivent être assez fiers parce que c'est vrai que les premiers protocoles blockchain étaient hyper énergivores. Il faut dire que c'était une grosse prouesse technologique à l'époque et que donc, comme toute technologie, au début, c'est un peu dirty et ça s'améliore, tu vois. Et moi, ce que je trouve génial avec cette industrie, c'est que grâce justement à la pression journalistique des consommateurs sociétales, c'est une industrie qui a fait sa transition énergétique en 5 ans, tu vois, qui est passée de un truc vraiment énergivore, c'est clair, à un truc, et depuis septembre, on peut vraiment le dire, parce que c'est Ethereum, donc la fameuse blockchain dont je vous parlais, qui a fait cette transition énergétique, qui est devenue carbone neutral depuis septembre. Et donc, toute l'industrie a mis toutes ses forces dans la bataille pendant 5 ans pour régler ce problème. Et je me dis, qui peut dire mieux, tu vois, en termes d'industrie? Et je me dis, c'est un super... moi, je trouve que c'est une super réalisation collective. Tu vois, on a mis la pression sur les développeurs, sur les mecs qui ont inventé le protocole. Et quand je dis nous, c'est collectivement la société. Et 5 ans plus tard, le truc est réglé, quoi. Et donc, ça a été je trouve que ça a été très positif pour l'industrie. Maintenant, la question, c'est comment on l'explique, comment on en fait presque, tu vois, un moyen aussi maintenant d'aller faire pression sur les GAFAM pour qu'ils fassent la même chose avec leurs propres infras, tu vois. Je trouve que ce serait limite intéressant de l'utiliser comme exemple. Complètement, hyper intéressant. Il y a une autre question de Pierre qui dit, est-ce que le risque n'est pas, avec la mise en place d'infrastructures très internes, que les marques décident de faire une blockchain privée et donc de rester propriétaires de la data? Alors, ouais, il y a une tentation d'ailleurs au début enfin, tu vois, moi, je suis un peu un dino de l'écosystème. Donc, si tu veux, il y a au tout début de Stratum, il y avait pas mal donc ma boîte d'avant, il y avait pas mal d'initiatives sur des blockchains privées. Mais en fait, si tu fais ça, tu te coupes vraiment de l'intérêt de la blockchain qui est de dire, c'est un protocole partagé.
C'est comme le protocole email, tu vois, c'est un truc universel, ce qui fait que tout le monde peut s'en envoyer. Et donc, si tu fais ton propre protocole dans ton propre coin, ben, en fait, tout le côté effet de réseau, interopérabilité, tu t'en coupes. Et donc, ça a beaucoup moins d'intérêt. Il y a des cas d'usage, par exemple, entre les banques pour faire des transactions dans des protocoles un peu privés. Mais si tu veux faire des cas d'usage vraiment à grande échelle, consommateur, ça n'a pas de sens. Ouais, j'imagine. Du coup, en parlant de ça, c'est quand même l'objet, donc il est 12h30, c'est bien d'en venir là. Non, mais le retail et la réinvention, comment toi tu vois un peu ce qu'est en train de faire le retail, comment c'est en train de se modifier pour toi, si tu dois donner un petit avis sur l'évolution du retail, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu vois qui est en train de se mettre en place? Ouais, alors écoute, moi je trouve que ça ressemble beaucoup au début de l'e-commerce, tu vois, où en fait il y a pas mal de phases il y a toujours une phase comme ça un peu de test, tu vois, qui peuvent paraître un petit peu hétérogènes. Il y a souvent certains segments qui s'emparent en premier d'un truc. Sur les NFT, il y a deux segments qui se sont vraiment emparés du sujet, c'est le luxe, de manière avec beaucoup de moyens, et le streetwear. Tu vois, tout ce qui est du Nike, du Adidas, et beaucoup de marques de streetwear se sont mises parce qu'en fait, le NFT, comme je disais au début, c'est quelque chose qui est très communautaire, qui permet vraiment de se singulariser et tu vois, de construire son identité en ligne. Et donc, tu vois, plus ta marque est communautaire, plus ta marque a une identité forte, plus forcément tu vas t'y mettre en premier. Donc voilà, les early adopters, c'est vraiment le luxe et le streetwear. C'est en train de passer ces frontières-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont un peu traumas justement par l'e-commerce, qui s'y sont pas mis au début. Et c'est hyper dur de rattraper ton retard, tu vois. Une fois que tu n'as pas été dans les premiers, bah, tu as laissé passer un train. Il y en a d'autres qui passent, mais bon, c'est plus dur de monter à bord, quoi. Et donc, cette fois-ci, les marques ont envie de se dire qu'elles veulent, tu vois, rentrer dans cette nouvelle forme d'engagement client qui ne va pas remplacer, faire tabula rasa du reste, mais qui va, je pense, améliorer énormément toute leur stratégie digitale. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de marques, tu vois, qui ont deux préoccupations. C'est une, comment j'augmente mes marges? On est dans un monde d'inflation et de pression énorme sur les coûts. Donc, comment je vais permettre à proposer aussi des produits qui sont moins des produits à faible marge, mais des expériences où potentiellement j'ai plus de marge possible, tu vois, où j'ai plus de digital, plus d'immatériel, moins de choses que je dois produire et faire venir de très très loin pour que ça arrive dans mes boutiques. Donc ça, c'est un truc qui est super important pour les retailers et qui va dans le sens de la demande de leurs clients, qui est d'être moins dans le transactionnel et plus dans une expérience. Et le deuxième aspect, et ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, la grosse machine des 10 dernières années sur je paye les social media pour sortir, pour 1 euro que je mettais en social media, j'en sortais 10 en revenus. Cette machine-là, elle est cassée. Elle ne marche plus. Et donc, il y a aussi ce besoin important des retailers de se réinventer et de réinventer la manière dont ils vont parler à leurs clients en ligne, quoi. Et ça, dans un monde où les clients veulent plus de privacy. Donc, tu vois, tu as plein d'injonctions contradictoires dans lesquelles les retailers évoluent. Donc, je dois vendre des produits avec plus de marge, avec plus d'expérience. Je dois trouver un autre canal d'acquisition que les réseaux sociaux et mes clients, en même temps, veulent plus de privacy. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux pour les retailers en ce moment, pour les marques. Et donc, beaucoup s'approprient le NFT parce que ça vient apporter une solution pas miraculeuse, mais une solution alternative. Et tu as un exemple? Ouais, Starbucks, je crois. Ouais, écoute, nous, on a effectivement, tu as Starbucks qui est, bon, tu vois, mondialement connu, qui est à peu près dans toutes les villes du monde. Vous connaissez tous Starbucks. Et Starbucks, jusqu'à cette année, ils avaient un programme de feed, comme tout le monde, où en fait, tu vois, tu buvais 10 cafés latte chez eux et tu avais ton 11e gratuit, quoi. Grosso modo, c'était à peu près ça. Et ce truc-là, ça s'essouffle très fort, en fait. Et là, ils viennent de lancer un nouveau programme de fidélité qui est 100% NFT base. Si vous voulez aller regarder, c'est quelque chose qui s'appelle Starbucks Odyssey. Et en fait, qui a vocation à remplacer la fidélité, non pas par du point et du financier, mais par de l'expérience. En disant, bah voilà, je sais que les clients qui font ça, en fait, potentiellement, ils ont envie d'en savoir plus sur la manière dont on source le café au Costa Rica.
et donc de leur permettre de vivre des choses avec la marque, tu vois. Et c'est un peu des trucs money can't buy, l'idée, hein, aussi, c'est de l'expérientiel. Et nous c'est ce qu'on fait avec Etam, par exemple. Tu vois, Etam, c'est une marque qui a un ADN de marque hyper fort, qui a des ateliers de confection à Roubaix en France, qui fait vraiment du design en France, tout est conçu en France, qui investit énormément dans sa marque, qui fait des grands live shows avec des artistes très connus, etc. Et tout cet univers de marque, ils ont du mal aujourd'hui à le faire, tu vois, à le mettre juste dans du produit transactionnel en ligne, tu vois. Oui, effectivement. C'est pas le bon support. Et donc, on a lancé avec eux tout un programme d'expérience qui leur permet en fait à la fois de vendre des produits hyper bien pensés, confectionnés et fabriqués en France et de leur attacher des expériences clients hyper désirables. Par exemple, assister à leur live show, privatiser un magasin près de chez toi dans la période de Noël pour pouvoir faire son shopping avec tes amis tranquille et avec quelqu'un qui vient t'aider. Donc, toi, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de devenir un métier aussi plus de service autour de ta marque. Et toi, en tant que marque, le fait de faire ça grâce au NFT te permet de suivre à chaque fois, dans le long terme, ce qu'aime la personne, ce qu'elle fait de manière beaucoup plus précise, c'est ça? Exactement. En fait, tu vas créer des mini-segments de tes clients. Au fur et à mesure, tu vas comprendre ce qu'ils aiment, tu vois, quels sont les gens qui sont intéressés aussi en secondaire par ce genre de produit. Tu vas créer de la connaissance client et tu vas pouvoir ainsi personnaliser et sans être, parce que si tu le fais, on peut tout faire sans NFT, hein, tu vois, bien sûr, mais tu le ferais de manière très artisanale. Ce qui est intéressant avec les NFT, c'est que ça permet de faire ça à l'échelle, de manière, tu vois, massive. Et tu as un CRM qui est ultra, ultra personnalisé et fin, quoi. Exactement. Et tu sais, on dit toujours que dans la manière dont tu cibles tes clients, faut pas les cibler sur qui ils sont, dans quelle ville ils vivent et s'ils sont de telle, des hommes ou des femmes, quoi. Et en gros, faut les cibler sur leur comportement. Et là, en fait, le but, c'est aussi de savoir comment les gens agissent et qu'est-ce qu'ils font. Mais alors, du coup, typiquement, un Starbucks qui remplace sa carte de fidélité par du NFT-based, pareil, je suppose qu'ils ne sont pas allés sur les wallets des NFT, mais c'est dans leur compte client à eux. Exactement, ils ont la même approche que nous. Et pour moi, je pense c'est l'avenir, hein. Enfin, tu vois, il n'y a pas de, si Starbucks le fait, ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne voie, mais logiquement, je pense que c'est là où on veut aller. Et je reviens juste sur ce que tu disais avant. Effectivement, en fait, l'idée du NFT, du Web3, c'est effectivement d'arrêter de te cibler sur qui tu es. Donc, tu vois, Annabelle qui vit à Paris, plutôt en te ciblant sur ce que tu as et ce que tu désires montrer. Tu vois, ça inverse totalement la manière dont on te perçoit comme consommateur. Et donc, déjà, c'est plus fin, bien sûr, c'est plus personnalisé. Et deux, ça respecte d'autant plus ta privacy. Parce que c'est ce que je désire montrer, effectivement. Vas-y, tu vois. Pour la petite anecdote, apparemment sur Netflix, tu sais, quand tu arrives, tu dois dire ce que tu regardes. Et tout le monde met des films un peu intello, des indépendants et tout. Et dans la réalité, tout le monde regarde Notting Hill, la série de merde et le je sais pas quoi. Donc, ils ont totalement arrêté entre les gens désirent regarder et ce qu'ils regardent vraiment. Je trouve ça assez drôle. Bah, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de progrès à faire sur la manière dont on comprend les comportements et on comprend les désirs des gens. Et la réponse, c'est pas on va te traquer sur tous les sites internet pour comprendre ce que tu fais et on va revendre tes données. Tu vois. Ça, c'est pas la bonne réponse, c'est sûr. C'est sûr. Et juste, j'aimerais bien t'en faire parler parce que la dernière fois, tu m'as dit je déteste le métavers ou le métaverse, je sais pas trop comment on dit. C'est pour toi, comment tu définirais cette couche en plus? Est-ce que le NFT va avec, c'est autre chose? Enfin, comment tu le vois et pourquoi tu m'as dit je déteste le métavers? J'ai bien aimé cette phrase. C'est un peu fort, tu vois, mais c'est vrai que j'aime pas ce mot, j'aime pas ce truc parce que c'est un concept qui a énormément fait de mal, je trouve, au Web3, qui pour moi est super intéressant. Pour moi, les métaverses, les gens ont l'impression qu'on va vivre dans les Sims, tu vois, qu'on va tous avoir un avatar qui va se balader dans une maison et qu'on va vivre comme ça. Et c'est sûr qu'on va voir des jeux vidéo beaucoup plus immersifs arriver, etc. Et ça, c'est cool. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on veuille tous, tout à coup, vivre notre vie entière dans ces trucs-là. Pour moi, le métaverse a énormément... il y a beaucoup de mal au concept. Pour moi, ce qui est intéressant, le NFT, c'est... le NFT et le Web3 surtout, c'est juste
un monde digital où tu as une identité digitale qui t'est propre. Parce qu'aujourd'hui, hein, ton identité digitale sur Internet, c'est ton login avec Facebook. Hein. Tu vois, c'est ça ton identité digitale. Et ça va pas. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas au niveau de ce qu'on devrait être sur Internet. Tu n'as pas de propriété digitale, ça n'existe pas. Tu vois, si tu crées une photo et que tu l'échanges avec un de tes potes, tu ne peux pas prouver que c'est toi qui l'as créée. C'est impossible. Et ces trucs-là, pour moi, le Web3, c'est juste un web où tu as ces couches qui sont mises en place. Tu vois, une identité digitale qui t'est propre, des possessions digitales, des données qui te sont à toi et que tu contrôles. Et donc, pour moi, un bon métaverse, c'est ça. C'est juste un monde où tu existes en tant que personne, tu as des propriétés et tu peux faire des choses sympas en ligne. Ce n'est pas un jeu vidéo où tu es un Sims. Quoi. Et est-ce que tu as vu des exemples justement de ce bon métaverse avec quand même une couche de virtuel qui peut exister? Typiquement, tu vois, j'y pense parce que tu parlais de Etam. Etam, ils ont cette espèce de show, effectivement, où tu n'as pas forcément de la place pour tout le monde, mais ils pourraient aussi proposer à des gens de le vivre comme s'ils étaient en immersion. Et c'est une couche en plus que tu peux rajouter dans l'expérientiel qui est marrante et sympa pour de vrai. Ouais, alors ça, vraiment, tu vois, et je trouve que ça, c'est comment ça, le VR, enfin, la virtual reality, des trucs comme ça. C'est clairement une technologie hyper intéressante et qui va apporter plein de choses. Hein. Mais tu vois, ça pour moi, que ça soit Web3 ou Web2, enfin, ça n'a pas vraiment de rapport, si tu veux, avec ce que nous, on essaye de faire. Après, c'est vrai que l'idée, moi je trouve que ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est quand même ce qui se fait en gaming traditionnel même, Ouais. tu vois, c'est en fait la capacité de pouvoir posséder des objets dans tes jeux. Ça, c'est fort ça. Donc ça, c'est la première application d'un métaverse avec du web dedans. C'est juste vachement bien, ça a du sens. L'idée, c'est pas d'en faire des choses spéculatives, mais c'est juste de dire que si tu as une super épée dans Zelda, je suis nulle en jeu, donc je trouve l'idée. Ouais. Ça, si tu as une épée Tu sais, canon. on voit plus ta tête, t'as plus assez de réseau, mais c'est pas grave, on t'entend bien. Ah, pardon. T'inquiète, c'est pas grave. Ouais, et donc je disais juste que ouais, donc si tu as une super épée dans Zelda, bah en fait, tu es content de pouvoir potentiellement la revendre, la donner, l'offrir. Enfin, ce concept de propriété dans un monde de jeux vidéo a beaucoup de sens. Je suis complètement d'accord avec toi et je vois très bien. Et ça, vous, aujourd'hui, vous êtes la couche NFT. Est-ce que c'est quelque Mm. chose que vous allez proposer et pouvoir aussi proposer aux marques de pouvoir intégrer cet univers-là via votre technologie ou en tout cas. Écoute, pour l'instant, non, c'est pas prévu parce que c'est des compétences qui sont hyper différentes de nous. Tu vois, c'est quand même beaucoup des compétences qu'on retrouve dans tout ce qui est gaming, réalité augmentée, tous ces trucs-là. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose sur lequel nous on est positionné. En revanche, c'est ça l'intérêt du NFT de la blockchain, c'est que par essence, c'est interopérable et donc on pourra venir s'intégrer avec d'autres acteurs qui proposent ce genre de choses. Je vois. Alors, on a une super question de Noémie qui revient Ouais. un tout petit peu en arrière, mais presque pas. Si on se base sur les achats clients, on peut traiter la donnée sans NFT et faire des segments avec un outil CRM pour cibler, par exemple, les clients qui ont acheté tel ou tel produit, qui s'intéressent à celui-là. Est-ce que c'est pourquoi et en quoi c'est plus simple, mieux avec les NFT? Non, c'est une très bonne question. Hein. Il y a deux aspects là-dessus. Pour moi, c'est un, le fait que ton NFT suive ton propriétaire. Donc, en fait, ce que tu dis, Noémie, est hyper vrai en vente primaire. C'est-à-dire que, évidemment, tu as la donnée. Je ne vais pas te dire que quand quelqu'un achète un t-shirt sur son site, il n'a pas la donnée. Si, il l'a. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand le produit circule, tu vois, de main en main? Ça, le NFT permet quand même de garder cette relation sur la durée. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très novateur. Et le deuxième truc qui est hyper intéressant, tu vois, c'est le côté interopérable. Par exemple, je suis Patagonia, j'ai émis des NFT, j'ai des NFT, mes clients ont des NFT de fidélité, tu vois. On va dire que mes 1000 meilleurs clients ont ce NFT pour leur débloquer accès à des choses très VIP avec Patagonia. Ce qui est intéressant, c'est que Patagonia peut faire des partenariats avec une marque de vélo électrique, par exemple, et va pouvoir dire, bah, écoute, à ses clients, bah, tous les gens qui ont un NFT vont pouvoir bénéficier chez ce vélo électrique d'une réduction d'abonnement gratuit, des choses comme ça, sans avoir à partager mes données personnelles.
Donc, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'un CRM, tu as plein de données personnelles à l'intérieur et elles ne peuvent pas vraiment franchir les frontières de ton organisation, hein. C'est forcément dans ton entité, c'est tes données, tes clients, ils t'ont dit que à toi que tu avais le droit de partager leurs données. Tu n'as pas le droit d'aller faire autre chose avec leurs données et les partager avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce truc-là que le NFT permet et qui est hyper intéressant. Ok, ouais, en fait, c'est cette propriété de data que de toute façon est dans le NFT et donc tu n'as pas besoin de le partager. C'est pas mal. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es pour bénéficier de la donnée, tu vois, des Ok, avantages. donc je vais pas recevoir 10 000 emails du vélo électrique si je suis allée regarder, mais que derrière, j'ai pas acheté, quoi. Exactement. Hyper intéressant. Autre question, comment Etam communique sur les expériences acquises grâce à un NFT? Par email quand même ou seulement sur le compte client? Non, effectivement, tu as les deux, c'est-à-dire qu'on a évidemment un pop-up dans le compte client, mais bon, on ne va pas tous les jours dans son compte client, enfin, en tout cas pas moi pour l'instant. Et donc, il y a effectivement des notifications par email également. Évidemment, tu vois, aujourd'hui, on atteint les gens là où ils sont effectivement sur leurs emails ou par WhatsApp, des choses comme ça. Là-dessus, je pense qu'il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont apparaître en termes de communication à des wallets, des choses comme ça. Il y a plein de protocoles qui se mettent en place, donc je m'attends à ce qu'il y ait pas mal d'innovations là-dessus aussi. Ouais. J'espère que tu réponds. En fait, aujourd'hui, on en est vraiment à Web 2, croix Web 3, et c'est comme là que le Web 3 est utilisé. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les users, et puis bon, voilà, en fait, les users, ils sont sur le web. 1, 2, 3, on s'en fiche. Ils sont là et ils veulent des usages compréhensibles et accessibles. Donc, c'est nous, on bosse là-dessus. Ok, alors il reste 4 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'après vous allez regretter, ça sera trop tard. Moi j'en ai une pour toi, Sarafi, tant que personne n'en pose. Moi, là, il y a quelques personnes, on a mis un sondage qui disait qu'ils étaient intéressés, saisir des opportunités dans le Web3. Aujourd'hui, je connais rien Web3 ou pas encore assez. Qu'est-ce que tu recommandes pour s'y mettre, pour avoir, toi, comme tu dis, tu es un dinosaure, mais qu'est-ce que tu dirais quand tu as des salariés qui viennent et qui veulent travailler pour toi? Qu'est-ce que tu regardes? Comment ils se renseignent? Et qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Ouais, alors déjà, moi, le premier truc, c'est que tu n'as aucun besoin d'avoir une expérience préexistante Web3 pour entrer dans le Web3. Bah, j'espère bien. Mais dans le sens, tu vois, moi, j'ai envoyé mon CV à l'époque, j'étais en grand Ouais. corps dans l'assurance, tu vois, donc aucun rapport. Non, les seules choses qu'on va. Enfin, moi, le seul truc important, c'est la curiosité intellectuelle. C'est-à-dire qu'au moment de ton entretien, on va juste te demander, bah, il faut maîtriser les concepts de base, tu vois. Et en fait, tu apprendras tout sur le tas. Enfin, je trouve nous, on a plein, tu vois, on recrute en ce moment des gens, 100% des gens qu'on a recrutés n'ont aucune expérience précédente, préexistante dans la blockchain. Et ça s'apprend. Quand tu es dev, bah, en fait, les devs, leur vie à apprendre des nouvelles technologies. La blockchain, on a une autre. Tu vois, on a une autre, enfin, une comme une autre. Donc, c'est juste, il faut avoir envie de se former, il faut avoir la curiosité de se former, de s'intéresser. Et effectivement, le truc que je retrouve, moi, dans les gens qui postulent chez nous, c'est l'ouverture au changement. Tu vois, c'est les gens qui aiment quand ça change et qu'on se projette dans un monde un peu différent de ce qu'ils connaissent, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le seul soft skills important quand tu veux entrer en Web3 parce que il faut être quelqu'un qui a des convictions, qui croit et tu vois, qui se projette dans un monde un peu nouveau. Tout en acceptant qu'il faut faire un sacré pas de côté par rapport à comment tu vois la réalité, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, Parce que oui et non, oui et non, parce qu'en fait, vas-y. tu vois, nous, on est une boîte SaaS avec un modèle SaaS, c'est-à-dire qu'on a des infras totalement classiques pour un dev. On a la couche blockchain qui est hyper importante et ça veut dire qu'on doit penser décentralisé. Donc, en fait, c'est juste tech existante dans un modèle différent de pensée. Donc, oui, c'est sûr. Mais tu vois, notre marketing, on va utiliser des choses très connues aussi. On fait du content, on fait des events, enfin, tu vois, mais c'est vrai qu'on va mettre beaucoup d'accès sur le communautaire, l'accès communautaire. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses, beaucoup de skills qu'on a tous déjà, un peu de nouveautés qu'il va falloir apprendre sur le tas. Et les meilleurs moyens de se renseigner, bah, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est assister à des webinars, c'est vous documenter, beaucoup de podcasts hein, sur le sujet. Et en faisant ça, vous aurez bien suffisamment de compétences et de connaissances pour postuler en des boîtes Web3 et vous y mettre. Hein. Ouais, complètement.
Trop bien. J'ai l'impression qu'il y a Pierre qui est en train de poser une question. Du coup, je vais juste en poser encore une dernière, si je peux, Séraphie. Euh, c'est, tu as des sources, parce que tu dis, il y a plein de podcasts, il y a plein de choses, mais pour de vrai, je trouve qu'il y a aussi un peu le vrai du faux. Là, ce que tu es en train de dire, c'est vrai, pas vrai. Si tu aurais une personne, un blog à lire, est-ce que tu en as un? Comment toi, tu fais ta veille? Ouais. Alors, T'en fais une ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'elle ouais. est axée retail, ta veille? Alors, il y a trois sources super intéressantes. Moi, j'aime bien sur Génération Do It Yourself, que vous devez tous peut-être un peu connaître ou pas. Ouais. En tout cas, c'est un podcast qui est hyper intéressant et il y a quelques speakers Web3. Et moi, j'ai trouvé tous les épisodes de Web3 hyper intéressants. Il y a Nicolas Juat de Sora, enfin, il y en a plein d'autres. Mais Trop bien. il y a les mecs d'Ariani aussi qui font ça, c'est super intéressant. Donc ça, je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis j'aime bien le format parce que c'est une discussion qui est longue et donc tu apprends plein de choses par plein de détours. Ça, c'est bien. Il y a un fonds d'investissement US qui est hyper en avant sur les sujets Web3 qui s'appelle Paradigme et qui a plein de trucs intéressants à raconter là-dessus dans ses publications sur son blog. Et un dernier gars hyper intéressant d'un fonds aussi qui s'appelle Tom Tunguns. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, le truc, qui publie beaucoup de choses sur le Web3 et le marketing. C'est super intéressant. Comme comment? Ouais, je mettrai. Tunguns, Tungunz. Facile. Attends, je vais l'écrire. C'est super facile. Trop bien. Il y a Angélique qui dit aussi le podcast NFT Business est aussi top. Ouais, c'est vrai. Euh, T'as raison. Trop bien. Notre formation Lyon au Web3, qui est trop bien. Non, mais trop bien, Séraphine, merci beaucoup. C'était une super conversation. Merci J'ai compris plein Annabelle. de trucs. C'est top. Nous, chez Maria, à la fin de chaque truc qu'on fait, on fait un rôti pour savoir si on a passé un bon moment et on met de 1 à 5. Et clairement, je mets un grand 5. J'ai appris plein de choses. Donc, Je suis ravie. grand merci à vous deux. Et les qui travaillent dans l'ombre, c'était super intéressant. Ouais, franchement, c'était vraiment trop bien et surtout d'appliquer ce monde qui paraît parfois virtuel et loin. En fait, c'est très simple, c'est une couche qui va permettre dans le retail de faire des choses différentes. Donc, merci beaucoup pour ça, c'était trop intéressant. Merci beaucoup, Je l'ai Annabelle. remercié à très belle.